Serge-Henri Kelbey, cette hausse du prix du carburant est présentée par un certain nombre d'acteurs de la société civile et même des acteurs politiques comme potentiellement explosive. Et d'ailleurs, cela semble être confirmé par la dernière sortie du ministre de l'Eau et de l'Énergie. Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, il a adressé une correspondance à Eneo pour mettre en garde cette société contre les risques d'explosion sociale que pourrait entraîner, n'est-ce pas, cette coupure intempestive d'électricité. Il faut se souvenir que depuis quelques semaines maintenant, c'est assez difficile d'avoir l'énergie de façon permanente et le ministre de l'eau adresse une correspondance, je crois que c'était en date du 9 février, et il dit de façon précise, il expose d'abord les inquiétudes de l'État face aux coupures intempestives du courant de ces dernières semaines au Cameroun, et il instruit Eneo, n'est-ce pas, de veiller à la disponibilité de la pleine capacité des centrales thermiques et des barrages hydroélectriques en attendant la mise en service du barrage de Nachtigal. Mais ce qui retient un peu plus l'attention, c'est cette phrase de Gaston Elunou Essomba qui rappelle à Eneo que la privation d'électricité à la population peut engendrer des troubles sociaux pour lesquels la responsabilité de l'entreprise en charge de la distribution et la commercialisation d'énergie électrique sera pleinement engagée. Oui, Duval, vous faites bien de poser cette problématique ici à la télé. Ça veut dire que le gouvernement, visiblement, est très inquiet. Non seulement il y a cette affaire de hausse de prix du carburant, mais les coupures intempestives d'électricité peuvent être potentiellement chrysogènes. Le gouvernement suit la situation sociopolitique et économique du Cameroun. Et vous faites bien parce qu'une bonne partie de Douala 5e est dans le noir depuis pratiquement 6 heures et c'est devenu légion. Je vais répondre à cette question, mais permettez-moi en quelques secondes, peut-être 10 ou 15 secondes, de revenir sur ce que disait M. Willy Ming tout à l'heure sur le plateau, représentant du MRC. Monsieur Fangwa, vous voyez toujours, le MRC est toujours dans ses rêveries, dans ses élucubrations. Vraiment, ce que Willy Ming vient de dire, qu'il appelle missile, c'est un coup de pétard. Est-ce que vous ignorez que dans ce pays, il n'y a pas longtemps, on achetait encore le carburant à 425 francs? Ne vous mêlez pas les pédales ou ne vous mêlez pas les chevaux. Ce que vous dites est vrai quelque part, mais dans l'excessif, dans l'exagération, vous dites tout faux. L'État du Cameroun, lorsqu'il vend son pétrole brut, fait des réserves. Et lorsqu'il va acheter le pétrole raffiné, prend une partie de cet argent pour diluer la charge, c'est-à-dire l'incidence de l'importation du pétrole raffiné sur les ménages. Donc, il y a effectivement une subvention. Allez regarder dans la structuration des prix. La colonne 18, remboursement. Je dis, allez regarder dans l'ancienne comme la nouvelle structuration des prix de la CSPH qui est sortie il y a environ 3 semaines ou 1 mois. C'est écrit. L'État du Cameroun subventionne. D'où vient l'argent de la subvention? Le FMI estime que cet argent qui sert de subvention pouvait permettre à l'État de réaliser des grands projets, tels que les barrages, les routes, ainsi de suite. Le FMI demande donc à l'État de ne plus appuyer les ménages, mais de prendre plutôt cet argent pour faire d'autres choses. Là, je pense que, à travers les documents palpables, les statistiques, ça se voit. Maintenant, moi, il y a un aspect qui me gêne. Là où peut-être M. Ming peut avoir raison, c'est que dans la même structuration des prix, déjà dans l'ancienne, il y avait une rubrique, je crois que c'était la 26e, sur la colonne aide à la raffinerie, où on prélevait 44,88 francs par litre de pétrole brut raffiné, super, gasoil et jet. Lorsqu'on sait que le Cameroun consomme en moyenne 2,5 milliards de litres de combustible, c'était environ 109 milliards par an. Donc depuis 4 ans que cette rubrique a été insérée après l'incendie de la raffinerie, nous aurons dépassé les 400 milliards. Mais la Sonara a une dette. C'est un argent qui est cantonné quelque part pour peut-être payer la dette de la Sonara. Dans la nouvelle structuration des prix... Oui, mais ce qu'il explique, c'est que
même en prenant cette dette-là, même en prenant les moyens qu'il faudrait mobiliser actuellement pour remettre la Sonara à jour, on est capable, avec l'argent de cette subvention... J'arrive à la construction de la raffinerie ou de sa réhabilitation. Il y a une autre rubrique, à la rubrique 30, qui vient d'être intégrée, de 22,5 francs, qui est réhabilitation de la raffinerie, par exemple. Alors, moi, lorsque j'ai lu ça, je me suis demandé, est-ce que tous les Camerounais qui consomment le carburant seront des petits PCA de la future raffinerie? Parce que c'est avec notre argent d'achat du carburant que l'État prélève 22,5 francs pour construire une nouvelle raffinerie. L'objectif, c'est quoi? Par exemple, comme le président a demandé de serrer les ceintures, c'est que d'ici 2 ans, parce que là, on va dégager environ 50 milliards par an, peut-être sur 2 ans, 3 ans, nous aurons 150 milliards, pour construire effectivement une nouvelle raffinerie, en espérant qu'après la construction de cette nouvelle raffinerie, nous aurons le prix du carburant qui ne va pas dépasser 425 francs avec la péréquation. Parce que ce qu'il a expliqué tout à l'heure, il voulait inclure la péréquation, mais il fallait qu'il précise. La péréquation nous permet seulement d'avoir un lissage sur les prix du carburant. Donc moi je pense tout simplement que, déjà de cet incendie, j'ai dit que le Cameroun jouait de malchance. Parce que beaucoup d'éléments se sont enchaînés pour arriver, n'est-ce pas, à l'explosion, à l'incendie de cette raffinerie. Il est donc question de prendre des mesures pour rétablir cette raffinerie. La grosse question, qu'est-ce qu'on fait de l'argent déjà connecté depuis 2019? Honnêtement, il ne faut pas être de l'opposition pour se poser ce genre de questions, il faut seulement être citoyen. La suite, je ne vais pas aller plus en profondeur, mais je voulais tout simplement démontrer que M. Mengue fait un peu dans l'excessif et dans l'émotion. Vous êtes ici, vous adressez à un État, Et comme je parle d'État, je viens vers vous pour parler pour répondre à la question que vous avez posée. Déjà, je l'ai précisé que le professeur Kamto n'a pas qualité à demander des comptes au FMI. Il n'a pas qualité. C'est comme si vous allez à une banque. Vous êtes dans une association. Vous êtes membre d'une association. Vous n'êtes pas signataire du compte bancaire. Vous venez devant le gestionnaire, lui dit, je veux connaître combien il y a dans notre compte. Vous n'êtes pas signataire. Donc, pour ça, M. Kamto, attendez. Vous connaissez le sens Monsieur Willy Mengue, je vous dis que le professeur Kamto n'a pas... République. En tout cas, ça, je suis en train de répondre à une question. En tout cas, votre débat, vous avez dû commencer par là, parce que ça, c'est la forme. Vous avez répondu sur le fond. Le sens de la République. S'il vous plaît. Vous avez commencé par le fond et vous avez indiqué qu'il y a des éléments pertinents. C'est ça que nous retenons. Oui, c'est ce que j'essaie de dire. Mais ils se mêlent les chevaux. Oui, ça on l'a retenu. Deuxièmement, pour continuer, je vous dis que M. Kanto n'a pas qualité. Il est mal conscient. On a compris, c'est Henri. Alors maintenant, et il le fait comme il a dit qu'il assumait ne pas aller aux élections de 2020. La complaisance du... Je vous interromps et puis je vous retire la parole. Je vais répondre à Duval sur l'électricité. Monsieur Fangwa, pour revenir à l'électricité, ce que je vais dire, parlons de la correspondance du ministre Gaston Ilundu Issomba, ministre de l'eau et de l'énergie. Vraiment, je suis embarrassé. Je suis embarrassé parce que le ministre ne devait même pas arriver à sortir cette correspondance. Ce n'est pas à lui d'être le premier rempart. Mais monsieur Duval Fangwa, il y a des institutions. Il y a un régulateur. Nous avons l'ARCEL au Cameroun. Je pense à son ancien DG, M. Jean-Pierre Kédi, à son âme, Sanet Allé, qui était un monsieur de poigne et un travailleur. Que fait le régulateur? C'est à l'ARCEL d'intimer à Eneo de produire l'électricité qui lui est demandée dans le cahier de charge. Le ministre vient après. Regardez comment ça se passe dans les télécoms. Dans les télécoms, vous avez l'ART qui instruit et qui demande et qui fait même des réunions, des ultimatums à Orange, sans publicité, MTN. Et le ministre, après, sort des sanctions. Ok. Mais au Cameroun, vous n'allez jamais voir des sanctions. Ok, ça c'est sur la forme. Oui. Maintenant, sur le fond, est-ce que cette correspondance est pertinente? Parce que quand vous parcourez, le ministre est en train de mettre en garde des néo pour dire, si jamais il y a des troubles sociaux liés, n'est-ce pas, aux difficultés d'approvisionnement en énergie électrique, vous serez pleinement responsable. Est-ce que ça c'est pertinent? Non, Duval, techniquement, il faut mettre les choses sur la table. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, Eneo, en ce qui lui concerne, toutes ces infrastructures fonctionnent.
Les infrastructures qui ne fonctionnent pas n'appartiennent pas à Eneo. Ce sont les installations de Globelec. KPDC, ce n'est pas Eneo. Eneo est un concessionnaire qui achète toute l'électricité produite. Donc, si l'État du Cameroun a eu maille à payer les factures cumulées de Globelec, qui est quelque part une filiale d'Actis, le même Actis se retrouve comme actionnaire à Eneo, ils se disent que nous n'aurons plus de moyens de pression pour que l'État du Cameroun nous paye. Étant donné que la canne est passée, les fêtes de fin d'année sont passées, si maintenant nous mettrons les centrales à marche... C'est Jean-Yves Kelbey. Pour que le citoyen comme lambda qui nous écoute comprenne très bien, je prends un exemple. Moi, je paye à qui quand je reçois mes quittances? À Eneo, bien sûr. Vous payez à Eneo, mais Eneo prend l'électricité chez qui? Parce que ça m'intéresse, moi. Non, mais Eneo ne peut pas vous donner plus que ce qu'il Quand veut. Eneo n'aura pas Quand l'État du Cameroun précise que il y a des risques de troubles Ça le regarde. Mais bien sûr, et que pour cela, il faut que Eneo s'organise pour produire Bon, l'électricité. je vais vous dire de manière simple. Oui. C'est l'État du Cameroun Qui est cause des trucs. qui apporte des solutions. Et dans ces solutions, l'État du Cameroun a opté pour une production de l'électricité dans le mix énergétique, c'est-à-dire hydroélectricité, gaz et thermique. Le Cameroun, quand Eneo a pris sa concession, il a hérité du barrage d'Edea, de Son Loulou et de Lac d'eau. Tous ces barrages sont en train de fonctionner et de quelques petites centrales thermiques. L'État du Cameroun, dans sa stratégie, a accepté que KPDC vienne s'installer et produire l'électricité à base de gaz. Un gaz que lui, il achète. Et KPDC appartient à Actis. Dibamba produit l'électricité, 83 MW ou 86 MW, avec un carburant qui coûte de plus en plus cher. Or, vous savez que l'État du Cameroun a eu de la peine à payer ses factures. Actis est en train de vouloir partir. L'État du Cameroun, un tien vaut mieux que deux tu auras, lui a donné la partie qu'il a pu recevoir. S'il se remet maintenant à démarrer les centrales thermiques, il n'a aucun moyen de pression pour que l'État du Cameroun lui paye son argent. Vous comprenez que ce qui se passe là, en fait, c'est que l'État du Cameroun négocie directement par la selle, je dis bien le régulateur, ce n'est pas le ministre, c'est le régulateur qui frappe et sanctionne. Mais malheureusement, dans la correspondance, vous avez vu qu'il a adressé la copie au secrétaire général du Premier ministère, du Premier ministre, qui est en même temps PCA d'Eneo. Donc, il y a un peu juge et parti. Si la selle maintenant sanctionne Eneo, le PCA d'Eneo, c'est un membre du gouvernement. Alors, ce que je retiens, vous ne l'avez pas dit, c'est que finalement, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, en tout cas l'État du Cameroun, fait du ponce-pilatisme.